Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Genre de Filles, je reçois Rebecca Fitoussi. J'ai rencontré Rebecca alors que j'étais interviewée par Public Sénat pour l'émission Dialogue citoyen qu'elle anime sur la chaîne. J'ai adoré participer à cette émission, même si j'avais envie de dire encore plein de trucs, mais ce qui m'a marqué, c'est de voir la journaliste présentatrice, en l'occurrence Rebecca, gérer ses invités, politiques et personnes de la vie civile d'une main de maître. C'était bluffant. Gérer une émission de la sorte m'a semblé alors presque comme un art et j'ai voulu en savoir plus. Bonjour Rebecca, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de Genre de Filles. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, et il y en a beaucoup. Je m'appelle Rebecca Fitoussi, je suis journaliste pour Public Sénat. C'est donc la chaîne numéro 13 de la TNT. Ça Ouais. fait 4 ans que je suis à Public Sénat, et avant Public Sénat, j'ai travaillé 12 ans à LCI, qui est une chaîne d'information en continu. Et c'est là que j'avais démarré, d'abord en tant que stagiaire, et puis j'ai gravi les échelons les uns après les autres pour finir présentatrice titulaire d'une tranche jusqu'en 2017. Et j'ai changé donc d'entreprise en 2017 pour arriver à Public Sénat. D'accord. Et est-ce que tu as toujours voulu faire de la télé? Alors, pas du tout, et pas du tout du journalisme. Moi, j'étais partie pour être prof d'allemand. Ah oui. Oui, je me suis prise d'affection pour l'allemand vers l'âge de 10-11 ans. J'étais en primaire, puisqu'il y avait une possibilité d'avoir des cours d'allemand dans mon école. Donc, Ouais. j'ai tout de suite adoré cette langue. J'ai tout de suite adoré mes profs d'allemand. Et j'ai eu envie de continuer. Donc, je suis allée en première langue allemande pour ce qui était du collège et du lycée. Et puis, je suis rentrée en classe européenne avec un voyage en Allemagne ou en Autriche obligatoire chaque année. J'ai fait plein d'échanges avec des correspondantes en Allemagne. J'étais vraiment passionnée par l'allemand, la culture allemande, et je voulais être prof d'allemand ou traductrice. Sauf que bon, après le bac, je suis quand même passée par les classes préparatoires littéraires pour quand même m'ouvrir un champ des possibles le plus Ouais. longtemps possible, justement. Et je suis quand même allée en Hippocagne et en Cagne option allemand, parce que j'étais quand même toujours assez déterminée. Après ma Cagne option allemand, je suis allée en licence d'allemand, donc vraiment j'étais cohérente Ouais. jusqu'au bout. Et c'est là qu'en licence d'allemand, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai compris que j'allais être face à des élèves qui étaient là malheureusement parce que les parents trouvaient que c'était bien que leur enfant fasse de l'allemand pour être dans les meilleures classes et pas forcément pour des bonnes raisons. Et que j'allais me retrouver face à des gamins qui n'étaient pas motivés. Et donc, j'ai eu une petite remise en question, mais salutaire, hein, une remise en question qui était importante. Et j'ai une copine qui m'a dit, écoute, moi, je tente les écoles de journalisme. Est-ce que ça te tente? Pourquoi tu tenterais pas ça avec moi? Et quand elle me dit ça, on est au mois de mars-avril, donc c'est-à-dire un mois ou deux avant les concours. Que j'ai quand même tenté. Donc, je me suis mise à bosser comme une folle pour essayer d'avoir les meilleures écoles de journalisme. J'en ai eu évidemment aucune. Je m'y étais Ouais. prise beaucoup trop tard. Et puis, j'avais peut-être tout simplement pas le niveau. Du coup, donc j'ai raté toutes les écoles. Il m'en restait une dont la session était en septembre. Et celle-ci, je l'ai eue. Alors, elle n'était pas aussi prestigieuse que les autres. C'était à l'Institut français de presse, donc qui était beaucoup plus un cursus universitaire sur D'accord. sélection, mais universitaire. Et il prenait beaucoup plus de gens. Et c'est là que je suis arrivée dans les études journalisme, communication. Et là, ça a été un coup de cœur. Et là, ça a été une révélation. Là, ça a Ouais. été très clair dans ma tête. C'était la bonne voie. C'était ça que je voulais faire. C'était dans cet univers que j'avais envie de travailler. Et voilà, et progressivement, licence, maîtrise, DEA, avec un stage à chaque année, un stage obligatoire chaque année. Et à chaque année, ça se confirmait dans mon esprit. C'était très clair que je voulais être dans le journalisme, jusqu'au stage à LCI en DEA, donc Ouais. un stage de 6 mois au service santé, donc au service magazine, qui me prenait 12, 13, 14 heures par jour, mais qui me passionnait. Et c'est là que tout a commencé pour ce qui était de l'aventure LCI. D'accord. Mais en fait, là, à ce moment-là, chez LCI, tu étais pas encore présentatrice ou, enfin, je veux dire, t'étais pas encore, tu passais pas à la télé à ce moment-là. Non,
D'accord. Non, à ce moment-là, donc je suis stagiaire au service santé, donc Ouais, j'apprends, la mécanique du métier parce que le problème de mon cursus, c'est qu'il avait été très théorique, comme tous les cursus universitaires. J'avais fait très peu de pratique et ouais. c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir ce que c'était que de préparer une émission, de caler des invités, de choisir des sujets, d'écrire des lancements, de tourner des reportages. Enfin, c'est à ce moment-là en plus, ma chance, c'est que dans ce stage, c'était Alain Ducardonnet qui était cardiologue et qui continuait d'exercer, qui était le chef de service. Et du coup, il n'était jamais là, donc il me laissait tout faire. Ouais. Donc, ça a été un moment d'apprentissage en 6 mois, en accéléré. Je pense que j'ai appris, pas tout du journalisme du tout, mais disons que j'ai touché un peu à toutes les facettes du métier et ça a été très formateur. À l'issue de ce stage, on m'a proposé un CDD d'assistante d'édition, qui n'était Ouais. pas du tout un poste de journaliste, qui était un poste plus technique en fait, où j'apprenais le montage des images au Ouais. service news de la chaîne. Donc là, vraiment dans le dur, quoi, avec horaire décalé, à commencer à 5 heures du matin ou à finir à minuit et demi. J'étais dans le montage des images. Là aussi, ça me plaît pas mal, même si ça me gêne un peu de ne pas avoir la carte de presse, de ne pas encore être considérée comme une journaliste. Et ensuite, on m'a proposé, parce que je pense que j'étais assez rigoureuse et plutôt efficace, donc dans ces chaînes-là, quand vous êtes bon, en général, on vous propose assez vite d'avancer, ce qui a été le cas. Et là, on m'a proposé le poste du desk, qui là été un poste d'assistant du présentateur. Et ma chance, c'est qu'il y avait quand même pas mal de présentateurs qui n'écrivaient pas complètement leur lancement. Et Ouais. donc là, j'ai pu me frotter à l'écriture télévisuelle, que je découvrais aussi, hein. Comment on écrivait un lancement, comment on le rendait accrocheur, comment on essayait d'être concis, comment en 2 phrases ou 3 phrases, il fallait donner un maximum d'informations et la rendre télégénique. Ouais. Et donc, à ce poste-là, j'ai appris l'écriture. Et ensuite, ben, on m'a proposé un CDI à ce poste. Donc, j'étais folle de joie. J'ai évidemment dit oui. Et Mmh. qui disait CDI dans ma tête disait possibilité de faire mon premier enfant. Ouais. J'avais hâte d'être maman et le CDI était quand même une sécurité qui permettait de se dire bon bah ça y est, je suis plus pigiste ou je suis plus intermittente du spectacle, je peux peut-être m'autoriser à construire ma vie à côté. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis tombée enceinte, j'ai eu mon premier fils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon congé maternité, ils ont commencé, comme ils le font régulièrement sur LCI, les castings Ouais. pour devenir présentateur, présentatrice. Joker, c'est-à-dire remplaçant. D'accord. Et en fait, moi, à ce moment-là, je suis en retrait, je suis en congé maternité. J'invite des amis à la maison pour présenter mon fils. J'apprends qui tente le casting, tout ça. Et je sais pas, j'ai une espèce de crise d'ego ou un petit truc qui me dérange un peu, qui me dit mince, je vais être l'assistante des gens que potentiellement j'ai formés ou les gens vont être présentateurs, je vais les assister alors que potentiellement moi aussi je pourrais être à la présentation. Je sais pas, il y a quelque chose il y a eu un petit déclic. Ils sont partis de la maison, j'en ai parlé à mon compagnon, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu crois pas que je devrais tenter moi aussi la présentation parce que je suis toujours aussi dans une logique d'avancer dans ma Ouais. vie professionnelle et dans ma vie tout court. Et il me dit, bah, pourquoi pas, tente. Et là, j'appelle ma DRH, j'explique que bah, je suis en congé mat, mais que j'aimerais bien tenter quand même les castings. Elle me houspille un peu en disant, ah, tu t'y prends tard, bon, ok, je te trouve une date. 15 jours après, bah, j'étais en train de faire mes essais pour être présentatrice, sachant que j'avais encore 10 kilos à perdre, que je dormais pas de la nuit, que j'étais encore en congé maternité officiellement. Et je suis quand même venue et ça a marché. Au Alors, miracle, et ça a raconte-nous marché. alors, un essai pour être présentatrice, c'est la manière de s'exprimer, c'est, tu prépares un texte, c'est la manière dont Alors d'abord, tu oui, passes à la d'abord c'est de caméra? l'écriture. Ouais. En fait, c'est avant tout un travail de journaliste au départ, c'est-à-dire qu'on m'avait mis un conducteur de JT, donc de journal télévisé, avec différents sujets et je devais les lancer, ce qu'on appelle les lancer. Quand vous voyez un présentateur aux 20 heures ou à n'importe quel JT de n'importe quelle chaîne info, vous voyez des présentateurs qui disent quelques mots avant un sujet ou Ouais. avant un duplex ou avant un sonore. Et ben c'est cette écriture-là qu'on me demandait de faire avant l'essai. Donc ça, je savais faire, hein, puisque j'étais au desk depuis 1 an ou 2, donc je savais écrire. Ça, j'avais de ce côté-là pas trop d'inquiétude. En revanche, seul en plateau, face caméra, comment se comporter, j'avoue que j'y suis allée, mais complètement
Au naïve. feeling. Ouais. Au feeling, parce que je ne l'avais même pas appris pendant mes études, vu que mes études étaient très théoriques. Moi, je n'avais jamais appris à présenter un JT. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais mon prompteur, j'avais mes textes, j'étais à l'aise. Alors, je n'étais pas à l'aise du tout, je tremblais évidemment, Ouais. j'avais mal au ventre. Enfin, je veux dire, c'est tout le stress qu'on peut avoir avant un examen. C'est vrai que c'est très impressionnant. Franchement, quand vous vous retrouvez pour la première fois sur un plateau immense avec des gens en régie qui vous regardent et qui vous jugent parce que Ah, vous mais passez un oui. test Ouais, et que j'imagine. il y a des gens que vous connaissez, il y a des collègues, vous êtes, enfin c'est compliqué, hein, c'est un moment compliqué. Et puis c'était parti. Je pense que j'avais une diction assez correcte. Je pense que c'est ce qui a dû plaire au début. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je sais pas. Une capacité à faire illusion, à ne pas montrer mon stress et mon trac. Et puis l'écriture, voilà, l'écriture. Ouais. Probablement que j'avais su bien écrire mes lancements pour que ce soit convaincant et que je sois convaincante dans ma façon de présenter. Mais attends, quand tu écris tes lancements, après tes écrits de lancement, ils passent sur le prompteur ou c'est des fiches et tu dis tes Non, fiches? en fait, dans les chaînes d'infos, alors aujourd'hui c'est un peu différent parce que j'utilise plus de prompteur du tout, mais à l'époque, à LCI, et il y a toujours des prompteurs si vous le souhaitez, on n'est pas tous obligés de les utiliser, mais en fait c'est juste un logiciel sur lequel vous écrivez vos textes, Ouais. se transfère simultanément sur le logiciel prompteur. Et donc, vous avez soit ce qu'on appelle une prompteuse ou un prompteur, une personne qui tourne la molette pour vous en fonction de votre débit, soit, c'est ce qui se fait le plus aujourd'hui, vous avez votre propre molette et vous tournez vous-même au rythme de votre débit pour lire vos lancements au prompteur. D'accord. Donc, gros stress, mais bon, tu réussis haut la main l'examen et après, ta DRH te rappelle en disant c'est bon, c'est toi qui as été Ouais, alors choisi. là, incroyable. On a été 4 à être choisis, je crois. Bon, il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes qui tentaient. On a été 4 à être nommés Joker, donc présentateur Joker pour l'été, ce qui Ouais. supposait évidemment pas de vacances d'été, pas de vacances d'été. Enfin, ça, de toute façon, bon, j'avais un petit peu l'habitude. En chaîne info, vous sacrifiez beaucoup de week-ends, de jours fériés, Ouais. de vacances d'été. Mais bon, à un moment donné, si vous voulez progresser, bon, ben, voilà, il n'y a pas le choix. Donc, c'est l'été qu'on peut s'entraîner parce qu'il y a moins d'actu. C'est l'été qu'on peut potentiellement se faire la main, s'habituer à la caméra sans trop de stress. Parce qu'après, une fois que la rentrée de septembre arrive, les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que l'actu devient beaucoup plus dense. Vous avez beaucoup plus d'interviews, des choses beaucoup plus difficiles. Donc l'été, c'est un moment, en tout cas, c'était à l'époque. Je pense que ça l'est quand même toujours aujourd'hui, mais c'est un peu une parenthèse dans l'actu. Donc, c'est le moment où vous pouvez vous former sans trop de dégâts, quoi. Si D'accord. vous faites une petite bourde, c'est moins grave. Et donc, j'ai passé l'été à être présentatrice Joker. Là aussi, à l'issue de cet été, sur les 4-5 qui avaient été choisis, on me nomme présentatrice Joker numéro 1. Enfin, je ne sais pas comment on appelait ça, mais ça supposait que dès qu'il y avait un présentateur d'absent pendant l'année, c'était moi qu'on appelait pour le remplacer ou la remplacer. D'accord. Et C'est un donc, peu comme les Miss France, quoi. Tu as la première dauphine, oui, deuxième dauphine. oui, en fait, alors c'est pas du tout dit comme ça, hein, mais de Oui. fait, il y a une espèce de classement qui s'installe en se disant si un tel est absent, qui on appelle en premier? Donc mécaniquement, oui, il y a un petit classement, mais franchement, ça se jouait un cheveu avec mes collègues. D'ailleurs, cette année-là, j'étais avec Amandine Bégaud, qui ensuite a fait une super carrière et qui a été présentatrice de plein de tranches et qui est sur RTL. Il y a eu Sylvia Amicon, qui est toujours présentatrice sur LCI. Donc, vous voyez, en fait, il y avait de la place pour tout le monde et Ouais. nous toutes. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait établir une petite priorité. Et donc, il se trouve que donc, je suis présentatrice Joker pendant 6 mois. Donc, je remplace à tout va, à toutes les tranches. Ce qui n'est pas forcément très confortable pour la vie privée d'ailleurs, parce que bah, évidemment, c'est les jours fériés, c'est les moments où personne n'est là. Donc, c'est là que vous remplacez. Et ma chance, ça a été que cette année-là, Christine Kelly a Ouais. été nommée sage au CSA. Ah oui, oui. Et Ouais. donc, et à ce moment-là, elle était titulaire de la matinale week-end avec Jean-Maurice Potier. Et à ce moment-là, moi, comme j'étais souvent son assistante au desk, elle m'avait dit, écoute, Rebecca, je pense que je vais bientôt partir. Est-ce que tu serais partante pour me remplacer à la matinale week-end? Qui est à la fois une chance et à la fois compliqué comme choix parce que être présentateur en matinale week-end, ça suppose de ne plus avoir de week-end du tout et de se coucher à 20h les vendredis, enfin les jeudis, vendredis, samedis, dimanche soir. Ouais. Ce qui, là aussi, pour la vie personnelle, n'est pas simple. Mais évidemment que j'ai accepté. C'était une chance. Hein. Je dirais titularisée sur une tranche en chaîne d'information, ça ne se refuse pas. Et donc, c'est ce qui s'est passé en janvier 2009, je crois. Je suis alors nommée présentatrice titulaire, cette fois, à la matinale week-end. Et je commence, entre guillemets, ma carrière de présentatrice vraiment formellement à ce moment-là à LCI.
Et raconte-nous, qu'est-ce que ça fait de travailler sur une matinale? Comment on gère, le sommeil? Enfin, surtout si Ouais. d'après ce que tu me dis, tu as une partie de la semaine où en fait tu peux, on va dire, te coucher normalement et en fait tu as une autre Mmh. partie où c'est quoi? Tu dois te réveiller à 4 heures du mat? Comment ça se passe? Ah non, plutôt que ça, c'était 2 heures du matin. Ouais, non, c'est vraiment franchement, là, après coup, avec, 10 ans de recul, la façon dont je vais dépeindre le tableau sera forcément assez négative, Ouais. hem, parce que vraiment, moi, j'en ai bavé. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, Mmh. mais pour moi, ça a été très dur. Physiquement, c'est très dur. C'est antinaturel de se réveiller à 1h20, 1h30, 2 heures du matin. C'est antinaturel d'aller se coucher à 20 heures quand votre enfant ou vos enfants sont même pas encore couchés, quand votre compagnon, votre mari ou votre femme continue sa soirée sans vous. Je veux dire, ça crée des dysfonctionnements assez majeurs dans une famille, dans un univers familial, social, amical. C'est-à-dire que moi, pendant plusieurs années, je n'ai pu aller à aucune soirée. J'ai laissé mon compagnon aller seul au dîner entre amis, ce qui l'a lui-même isolé d'ailleurs, le pauvre, parce qu'à un moment donné, il n'avait plus envie d'y aller non plus sans moi. Ouais. C'était compliqué parce que j'ai eu une période où un de mes enfants avait des problèmes d'endormissement le soir, ce qui d'ailleurs était probablement pas anodin à ma situation professionnelle. Et du coup, moi, il fallait quand même que j'aille dormir, c'était impératif, donc il fallait surtout pas qu'il fasse de bruit. Donc, mon compagnon essayait de l'endormir dans la poussette. Enfin, ça crée des Ouais, le galères stress. Ouais, ouais. qui sont quand même compliquées à gérer. Et puis, c'est physiquement très difficile. Là, ça, c'est la partie un peu plus que négative du job. En revanche, une partie que moi, je trouve extrêmement positive, et sur le moment, j'en avais déjà conscience, c'est que ça crée des vraies équipes, presque une deuxième famille au boulot. C'est-à-dire qu'en fait, voir ses collègues à des moments complètement improbables, où vous êtes complètement crevé, encore dans votre lit, pas réveillé du tout. Et donc, ça crée une solidarité, un esprit de famille que moi, je trouve assez exceptionnel. Les personnes dont j'ai été les plus proches à LCI, ça a été les personnes avec lesquelles j'ai partagé ces horaires décalés, que ce soit en matin ou en soir. Parce que vous avez cette pénibilité qui est énorme, hein, qui est vraiment très dure. Vous arrivez, vous n'êtes pas bien, vous êtes vaseux, vous avez mal au ventre. Mais en fait, vous voyez vos collègues et puis tout d'un coup, comme tout le monde est dans cette situation, tout le monde a envie de se remonter le moral. Donc, c'est des moments de confidence, c'est des moments où vous partagez les choses difficiles parce qu'en fait, vous vivez tous les mêmes choses. Quand on s'en parle, moi, je racontais ma galère de la veille au soir pour endormir mon fils. Il y en avait d'autres qui avaient vécu la même chose ou qui s'étaient disputés avec leur conjoint parce que les conjoints en avaient marre. Vous voyez, en fait, ça crée une nouvelle cellule presque familiale, hein, vraiment, je Ouais. le dis très sincèrement. Moi, je me suis vraiment rapprochée de mes collègues aussi grâce à ces situations-là, très improbables, en matin comme en soir. Et puis, vous ajoutez à cela l'intensité de l'actualité, parce qu'évidemment, vous arrivez parfois, il y a un attentat, un tsunami, une démission politique fracassante, des révélations, un scoop, une affaire politico-judiciaire. Je veux dire, on vit des trucs tellement incroyables qu'en plus, ça nous rapproche parce que vous êtes tous à un même moment hyper concentrés, hyper professionnels, hyper rigoureux dans une même direction pour informer le mieux possible. Du coup, ça crée des liens. C'est-à-dire que ça crée vraiment une intensité forte, ce qui fait qu'après, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous détendre avec vos collègues, d'aller boire un verre pour en reparler, pour débriefer. À la fois, ça crée des grosses perturbations dans votre vie personnelle et il faut vraiment que ce soit solide à la maison pour tenir. Et à la fois, ça crée une deuxième famille au boulot. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de professions qui le vivent de cette manière-là. Il y a évidemment les soignants, les chirurgiens, tous ces gens-là qui vivent. Alors là, c'est encore plus fort que nous, puisque Ouais. eux sauvent des vies, nous, on ne sauve pas des vies. Mais il y a une intensité du métier qui fait que ça crée des liens très, très forts. Et ça, c'est pour moi la partie positive des horaires décalés et du fait de travailler les week-ends, les jours Ouais. fériés, tout ça. Et ça a duré combien de temps ces matinales? Bah, moi, j'ai toujours été en horaire décalé, matinal week-end, puis matinale semaine, puis soir week-end, puis soir semaine. Moi, je n'ai jamais travaillé en journée à LCI. Je n'ai fait que travailler en horaire décalé, que ce soit en matin ou en soir. D'ailleurs, ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de quitter l'information en continu. J'imagine parce qu'en plus, il me semble que tu as 2 garçons, c'est ça? Exactement, ouais, j'ai Tu as 2 2 fils. garçons, enfin, quand on est en couple avec des enfants, ça me semble, je pense que oui, c'est un vrai challenge de tenir sur la durée et tu as tenu combien de temps? Je sais pas, 2 ans, 3 ans, 1 an? Ah bah non, plus que ça, j'ai fait ça de 2009 à 2017. Ah mais oui! Oui, non, mais non, de 2008 à 2017. Ah ouais, donc Donc tu j'ai presque 10 fait ans. et de toute façon,
Voilà, et je faisais déjà en fait, à LCI, j'ai toujours fait des horaires décalés parce que même quand j'étais au desk ou assistante d'édition, sans être présentatrice, j'étais en horaire décalé. Donc, j'ai fait 12 ans d'horaire décalé. Et physiquement, En ayant mes 2 grossesses à chaque fois, mes 2 enfants, avec évidemment les soucis que ça peut poser à côté, les maladies, les machins. Mais oui, oui, j'ai fait 12 ans d'horaire décalé avec mes filles. le jour où ça s'est arrêté, enfin le jour où tu as quitté en fait, du coup tu es partie de LCI. Physiquement, tu as ressenti en gros que tu te rechargeais, que ça allait mieux? Ouais, 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 c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai eu même 3 mois d'euphorie ouais, où voilà. j'ai compris ce que c'était que de ne pas être fatiguée. En Ouais, fait, j'avais oublié ce que c'était que de ne pas être fatiguée. Parce qu'en fait, vous vous habituez à la fatigue. Alors, on dit quand on a des enfants, de toute façon, on apprend à vivre avec la fatigue. Mais quand vous avez les enfants et les horaires décalés, vous apprenez à vivre avec une espèce de fatigue permanente. Et donc, un état un peu, c'est un peu comme si pas tu étais léthargique, c'est pas ouais, tu as l'impression ça. d'être tête vaseuse, un peu tout le temps en fait. C'est Ouais, 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 t'es fatigué tout le temps. Et ouais. donc, quand j'ai quitté ce fonctionnement-là, d'avoir des nuits complètes, mais ça a été un mais je te jure, j'ai traversé 3 mois d'euphorie. Les 3 Ouais. premiers mois à Public Sénat, on me parlait de mon boulot, de mon quotidien, j'avais une espèce de banane qui s'affichait sur mon visage, tellement je revivais. Je revivais physiquement de ne plus avoir d'horaire décalé, d'avoir des nuits complètes, de Ouais. ne plus me coucher à 2 heures du matin pour me réveiller à 6h30 ou de me coucher à 20 heures pour me réveiller à 1h30 ou 2 heures du matin. C'était incroyable, incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire une carrière à la télévision? Oh mon Dieu, c'est tellement subjectif. Ah là là, c'est une question, franchement qui dépendra de chaque personne que tu pourras interviewer sur le sujet. En ce qui me concerne, mais Oui. c'est très personnel, hein. Il y a les fantasmes des débuts quand tu démarres une carrière de journalisme et puis il y a ce qui se passe dans ta tête, au fil des années. Au début, un peu comme je pense tout le monde et quand j'ai commencé la présentation, j'ai dû me dire: «Carrière ultime, c'est de devenir, une Claire Chazal, une Léa Salamé, je veux dire, ça pouvait se calculer en termes de notoriété. Aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment. Parce que j'ai évolué, parce que j'ai vu ce que j'aimais faire et ce que je n'aimais pas faire, parce que j'ai compris quelles étaient mes priorités. Et aujourd'hui, et je vais le dire sans aucune critique pour les autres ou pour les choix des autres, mais en tout cas pour moi, ce qui est très clair, c'est trouver du sens à mon métier et avoir le sentiment de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Voilà ce qui pourra définir si oui ou non j'ai eu une carrière intéressante ou pas dans ma vie. D'accord. Euh, voilà, maintenant, c'est très subjectif, très Mais c'est subjectif. ça qui est Je ne intéressant. jugerai personne je veux dire, il y a faire de l'antenne, tout ça, évidemment, on peut vous soupçonner d'être très égocentrique, de vouloir montrer votre gueule à la télé. Il y a toujours des soupçons de ah, il est narcissique ou il est narcissique. Évidemment, il y a un peu de ça, mais je crois qu'on est tous à notre échelle. Et puis c'est presque sain, je veux dire, d'avoir, voilà, d'être un peu narcissique, de penser à soi, c'est normal. En revanche, je pense que c'est plus complexe que ça en réalité. Et Ouais. vraiment, je jugerai personne qui veut absolument passer à la télé ou qui bouffe le micro et qui fait 15 émissions par semaine. Je peux pas juger parce que c'est très lié à l'histoire personnelle, à ce qu'on a vécu, à la reconnaissance qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue, au cheminement intellectuel qu'on a mené ou pas mené. Donc voilà. En revanche, moi, effectivement, j'en suis arrivée à un moment de ma vie où je ne cherche plus trop le passage à l'antenne. Il se trouve que j'ai acquis une expérience qui fait que je sais faire, je pense, un petit peu, je sais transmettre une information, je sais le faire d'une certaine manière, ça peut plaire à certains, pas à d'autres. Donc j'ai un savoir-faire sur la façon d'être à l'antenne. Effectivement, c'est utile pour faire passer des messages et avoir son propre style pour, je sais pas, amener un peu de douceur dans les débats ou remettre un petit peu d'objectivité, être surtout dans la transmission, dans la pédagogie avec le téléspectateur. Moi, c'est vraiment mon obsession, par exemple, quand je vais Ouais. à l'antenne, mon obsession, ma priorité, c'est de faire en sorte que la personne qui est derrière son écran comprenne ce qu'on est en train de dire. Ce qui n'est pas évident, mais c'est ça mon obsession. Donc, Ouais. c'est en ça que moi, faire de l'antenne, ça m'intéresse encore et ça m'est utile. Maintenant, à terme, à moyen terme, voire à court terme, je pense que j'espère transmettre l'information d'une autre manière. On verra comment, je ne sais pas encore. D'accord. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, intéressée, c'est comment en fait, donc toi, ça fait 4 ans que tu es chez Public Sénat. Donc chaque Ouais. année, comment ça se passe? Au mois de mai, juin, on regarde les émissions qui ont marché. Tu attends de savoir si ton émission va être reconduite. C'est quoi? Il y a un mercato?
Il y a des chaînes qui démarchent Alors là, journalistes, comment ça se passe? en fait, Public Sénat, c'est quand même un cas particulier parce qu'il n'y a pas du tout, on mesure pas les audiences. Ah d'accord, je En savais tout cas, pas. moi, j'y ai pas accès. Ouais. OK, Moi, j'ai pas accès aux audiences de mes émissions. C'est un calcul très compliqué parce qu'en fait, c'est très cher de payer Médiamétrie, d'être abonné aux audiences. Donc, c'est d'accord, une dépense que n'a pas voulu faire jusqu'ici la présidence de Public Sénat. Là, on vient de changer de président, donc peut-être que lui, il aura une autre stratégie, mais en tout cas, jusqu'ici, moi, j'avais pas les audiences, donc je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui regardent l'émission. Donc, je n'ai pas vécu cette pression à Public Sénat de fin d'année. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on me garde? Est-ce qu'on ne garde pas? En revanche, d'accord. effectivement, je l'ai beaucoup vécu à LCI, pas tant à cause des audiences, mais à cause ou grâce au bon vouloir de tel ou tel directeur général, en fait. C'est-à-dire que vous essayez de faire vos preuves, mais vous savez qu'en mai-juin, effectivement, une réflexion commence sur qui on met où à la rentrée. Et là, vous êtes sur une espèce de strapontin, c'est clair. Et du coup, moi, j'ai changé quasiment tous les ans. Au mois de mai-juin, on te dit, bon, bah, en fait, tu vas passer en matinale semaine. Ah, bah, en fait, tu vas passer en week-end soir. Donc là, effectivement, il y a un jeu de chaises musicales qui fait un peu trembler tout le monde, c'est clair. C'est clair que ça fait trembler tout le monde. En Ouais. tout cas, moi, pendant des années à LCI, on tremblait tous en mai-juin, on se demandait alors, et toi, tu as été convoqué, on t'a dit ce que tu ferais à la rentrée. Et en fait, c'est hyper important parce que de cela va dépendre tout ton quotidien, et toute ta famille, et tous tes proches, et toute ta vie sociale. Ah Donc, bah, c'est pas rien. les conséquences, elles sont quand Énorme. même Elles sont énormes, ouais. énormes. Ouais. Énormes. Et on dit souvent que la télé, c'est un panier de crabes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, en fait, je n'ai pas vu ça. Ah, Je tant n'ai mieux. pas vu ça, pas parce que, à mon avis, ça n'existe pas. Hein. C'est probable que ce soit, voilà, qu'il y ait des rédactions où l'ambiance n'est pas géniale, où ça se tire dans les pattes, mais ça, dans tous les univers professionnels, je le vois bien avec mes amis qui ne sont pas du tout dans le journalisme. Je ne suis vraiment pas entourée de journalistes dans mon quotidien. Et je vois bien que les petites ambitions personnelles, les tacles, tout ça, je veux dire, ça se passe partout. Donc moi, je ne l'ai pas vécu et je pense que je ne l'ai pas vécu non plus parce que je ne fréquente pas du tout le milieu de la télévision. D'accord. Là aussi, et du coup, je peux pas dire que je fréquente le réseau journalistique, télévisuel ou audiovisuel français. Vraiment pas, vraiment pas. Je ne vais à aucune soirée, à aucun déjeuner, je refuse tout. Ce qui probablement d'ailleurs me porte un peu préjudice en termes de carrière. Je veux dire, si j'avais voulu, je sais pas, avoir beaucoup d'avancement, être très exposée, avoir des super émissions très vues à la télévision, il aurait fallu que je me lance vraiment dans ce réseau, que je réseaute, hein, comme on dit. Je n'ai profondément pas eu envie de le faire. Ouais. Vraiment pas. J'adore, je sais pas, d'aimer les relations très, très authentiques et très profondes. Et c'est pas le temps d'un déjeuner ou d'un dîner qu'on peut les avoir. Donc, malheureusement, malheureusement pour probablement ma carrière, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Mais Donc, je ne en saurais même pas temps, te dire si c'est un c'est panier de crabe ou pas. ouais, en même temps, c'est plutôt tout à ton honneur, hein, surtout quand on travaille pour une chaîne comme, Public Sénat. Enfin, je veux dire, tu vas pas te faire des déj avec des Non, personnes que tu vas non. interviewer après et que tu es censé un peu challenger. Ce serait Ouais. quand même assez Non, non, contradictoire. mais je dis malheureusement parce que du coup, ça fait de moi un peu quelqu'un de sauvage et pas tellement intégré, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu que je fasse un peu l'effort, mais j'en ai profondément pas envie. Je suis mal Ouais. à l'aise, je suis gauche, je suis maladroite dans ces moments-là. Je fais tout pour que l'autre soit à l'aise, donc du coup, je dis un peu n'importe quoi. Je préfère retrouver mes invités en plateau où là, en fait, personne n'a de filet. Tout le monde, je sais pas comment expliquer. En plateau, je vais être très à l'aise en plus, c'est ça qui est fou. En plateau, je vais être à l'aise pour interviewer et pour même mettre à l'aise un invité, lui dire juste avant, installez-vous, je vous en prie, vous allez bien, tout va bien. Ça dure 2-3 minutes. En revanche, dans les soirées, les dîners, tout ça, non, c'est une catastrophe. Je suis complètement, je suis très mal à l'aise. La plupart des patrons de chaînes, de télévision et aussi d'ailleurs des boîtes de prod, elles sont tenues enfin dirigées par des hommes. Est-ce que tu penses que ça peut changer ça? Est-ce que c'est Alors déjà, est-ce que c'est si vrai que ça quand on voit que c'est quand même Delphine Ernotte qui est la présidente de France Télévisions, qui elle-même regroupe 4 ou 5 chaînes déjà. Bon, il y a oui, quand c'est même vrai. il y a du progrès qui est fait et elle-même, elle a d'ailleurs dit que c'était aussi une de ses priorités, si j'ai bien compris,
diversité, mixité, parité, tout ça. Donc, franchement, j'ai le sentiment qu'il y a de vrais progrès. Pour ce qui est de mon cas personnel, il se trouve que je suis aussi dans une chaîne où jusqu'ici, le président avait quand même mis pas mal de femmes à la tête de tranches d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Public Sénat, celle qui présente la matinale, c'est une femme, c'est Oriane Mancini. Celle qui présente la tranche du soir, c'est moi. Celle qui présentait Sénat 360, qui était une tranche d'information très parlementaire, il y a encore 2 ans, c'était Delphine Girard. Donc, en tout cas, pour ce qui est des postes clés, des postes visibles, moi, j'ai le sentiment que ça progresse beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, parce que les études le montrent, qu'il n'y a encore pas assez de femmes expertes, la parole des femmes n'est encore pas assez entendue dans les médias, mais nous, à LCI, pareil, à LCI, pendant 12 ans, je veux dire, il y avait autant de femmes présentatrices que d'hommes présentateurs. Ouais. Et tu trouves qu'il y a une sororité entre les femmes à la télévision? J'ai peur de te faire la même réponse. C'est-à-dire peut-être qu'elle existe, mais que moi, je ne la vois pas. Je ne D'accord. suis pas non plus dans un cercle de femmes. Je pense que ça existe quand j'ai vu les réactions au documentaire de Marie Portolano sur les femmes journalistes sportives qui étaient victimes de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles de tout type. J'ai vu les réactions et j'ai vu à quel point il y avait l'air d'avoir une sororité incroyable entre les journalistes sportives. D'ailleurs, ça m'a touchée, j'ai trouvé ça extraordinaire. Est-ce qu'il existe cette sororité dans les journalistes femmes du news ou journalistes politiques? Peut-être qu'elle existe, mais là, moi, je ne suis pas au courant. On n'est jamais venu me voir et j'ai jamais été contactée. Alors, encore une fois, c'est peut-être moi la sauvage et donc on ne me contacte pas. Ou alors, elle n'existe pas. J'en sais rien du tout. D'accord. Qu'est-ce qui t'anime en tant que journaliste? Ce qui m'anime, j'ai l'impression que c'est d'abord une curiosité profonde et sincère du monde. J'ai l'impression, c'est marrant, j'en parlais assez récemment avec ma psy d'ailleurs, d'être toujours le petit bébé qui sort du ventre de sa maman et qui découvre le monde avec des yeux ronds. Je sais pas, j'ai l'impression d'être une grande naïve qui connaît pas grand-chose au monde et donc il y a une curiosité comme ça, une envie de comprendre les mécanismes du monde, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Quand je dis monde, c'est pas à l'étranger forcément, c'est une curiosité de ce qui se passe dans notre société, de comment fonctionnent les gens, de qu'est-ce qui se passe dans tel univers, l'univers de l'entreprise, l'univers économique, l'univers culturel. Il y a tout un tas d'univers qui m'échappent complètement, dont je ne fais pas du tout partie, mais qui me rendent curieuse. Comment ça marche là-bas et comment ça marche là-bas et comment ça se passe là-bas, quelles sont les relations et pourquoi ici ça râle et pourquoi. Et donc, je pense qu'il y a cette curiosité insatiable qui fait que j'ai toujours envie d'en savoir plus sur ce qui se passe autour de nous dans cette société. Et il y a une très grande envie, et ça, je pense que c'est pas anodin parce que comme j'ai voulu être prof pendant quand même 20 ans, une envie de transmettre. Oui. C'est-à-dire que j'ai à la fois la curiosité et à la fois une très grande envie de transmettre et de vulgariser. Et je me dis qu'en fait, il y a plein de gens comme moi qui ont envie de savoir, mais qui n'ont pas forcément les clés, les possibilités pour entendre et comprendre les messages. Et donc, du coup, je suis là pour moi leur transmettre. Donc, à la fois curiosité et volonté de transmettre. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Là, tout de suite, maintenant, quand tu me poses la question, ce qui peut me mettre en colère, effectivement, c'est l'injustice. L'injustice peut me mettre très en colère. Et aussi, vraiment, me mettre très en colère, me contrarier, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi et les postures. C'est-à-dire d'entendre, mais là c'est peut-être plus lié au fait de faire beaucoup de politique dans mon quotidien, c'est de sentir des responsables politiques être dans la mauvaise foi permanente, alors qu'ils peuvent être potentiellement d'accord avec ce qui a été fait ou dit par idéologie, par refus de dire on est potentiellement d'accord avec un opposant, et de dire l'inverse de ce qu'on pense. Ça peut me rendre dingue. Ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'on est dans un moment et dans une société qui a tellement besoin d'être rassemblés, unis, de construire ensemble dans une même direction. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Une femme dont tu trouves le message ou le parcours intéressant à entendre? Écoute, moi, il y a une journaliste que je trouve excellente. C'est Amélie Carouer sur LCI.
D'accord. que j'ai eu le temps de connaître un tout petit peu avant de partir, parce qu'elle elle venait d'être recrutée en tant que pigiste, donc elle faisait des petits remplacements à droite à gauche, donc j'ai à peine eu le temps de la croiser, de papoter, d'ailleurs elle est adorable. Mais je l'ai surtout découverte en regardant ces tranches d'informations du week-end, vendredi, samedi, dimanche, 18h, 20h. Et là, c'est un vrai coup de cœur professionnel. Je la trouve très pertinente dans ses questions, dans son approche, très humaine. Je trouve qu'elle est très diplomate, elle sait comment amener les choses et elle sait comment amener des réponses intéressantes chez ses invités, alors que Dieu sait qu'elle a des invités pas faciles. Et je serais très curieuse parce que moi, quand j'ai discuté un peu avec elle avant de partir de la LCI, elle m'avait l'air d'être une fille qui manquait beaucoup d'assurance, qui était très peu sûre d'elle. Et à l'antenne, elle arrive elle aussi à dissimuler ça, comme quoi c'est quand même super intéressant ce qu'on arrive à faire. Même quand on n'est pas sûr de soi, l'antenne te transforme et te transcende. Hein. Ouais. Et la dernière question que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Rebecca? Oh mon Dieu. Le genre authentique, ça marche? Ouais, c'est toi qui décides, c'est pas moi, hein. Je sais pas. Je sais pas le genre authentique, c'est bateau quand même. Le genre compliqué. Je dois pas être très simple à suivre, à vivre et je suis quand même pleine de paradoxes. Et je passe ma vie à me remettre en question, à réfléchir à la suite. Je pense que je suis le genre compliqué et peut-être un peu le genre hyperactif aussi. Ça fait beaucoup, il faut que je choisisse. Hein. Non, c'est très bien, c'est exactement ce que toi tu décides de dire et écoute, on va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Ok, Rebecca super. et j'étais super contente, que tu nous racontes ton parcours et ta vision du journalisme. Eh À ben, bientôt. merci à toi, merci pour tes questions. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!